Bergen, mais on a choisi la sécurité parce que les abords de notre lieu événementiel risquaient vraiment d'être bloqués. Donc, avant de commencer, quelques petits détails pratiques. Donc, après les différentes présentations, on aura un moment de questions-réponses. Vous pouvez déjà poser les questions dans le chat de cette réunion ou attendre la fin et les poser de vive voix en demandant la parole via l'outil que je pointe ici, donc la petite main à lever. Dans la barre de menu. Et puis, je vous demanderai juste de couper vos micros, évidemment, le temps des présentations. On va parler dans les 2 langues, hein, on l'avait prévu comme ça, c'était une formule hybride au début, avec une partie en présentiel. Et pour ceux qui le souhaitent, pour suivre, le communiqué de presse est déjà à votre disposition dans le chat. Et je précise aussi que c'est enregistré. Donc, on pourra vous envoyer le lien vers la conférence après si vous le souhaitez. Voilà. Ook op mijn beurt, goedemorgen op de persconferentie 100 jaar Stichting tegen Kanker. Ik denk 100 jaar geleden als de stichters nu zouden zien hoe ver we staan, dat ze heel erg zouden schrikken met de evolutie die we al hebben doorgemaakt en wat er eigenlijk nog allemaal te doen is. Zoals Sophie net aangaf, dank om online te volgen. Door de verkeerschaos kunnen we het niet live laten plaatsvinden, maar we zijn blij dat u online wil volgen. Stel gerust uw vragen via de chat of gebruik het handje om uw vragen te stellen. Na elke interventie van een spreker is de mogelijkheid om uw vragen te stellen. Deze persconferentie zal in het Frans en in het Nederlands worden gegeven. Het persbericht vindt u al in de chat van deze meeting, dus die kan u alvast openen en dan kan u ook volgen. Om de beste klank te hebben vragen we aan iedereen om de micro uit te zetten terwijl dat de sprekers spreken, maar natuurlijk aan te zetten als u een vraag heeft. Deze persconferentie wordt ook opgenomen, dus als u die straks graag wil ontvangen of nog eens wil herbeluisteren, dan kan dat. Maar we geven dan ook eerst heel graag het woord. We gaan meteen van start aan professor Erik van Cutsem, co-voorzitter van Stichting tegen Kanker. Voilà, donc la parole à notre coprésident Erik van Cutsem qui va démarrer les présentations. Ja, dank u wel iedereen. Dank u wel aan het ganse team en Sophie en Sandra voor de inleiding. En inderdaad, het is een waar genoegen om, hoewel de dag een beetje chaotisch is vandaag door de verkeersproblemen, om hier een aantal woorden te zeggen. Stichting tegen Kanker bestaat 100 jaar. Op dat ogenblik waren de therapieën heel beperkt. We hebben ondertussen een enorme vooruitgang gemaakt. De overleving van patiënten is duidelijk verbeterd over de voorbije jaren. En als we kijken in België, over de laatste 30 jaar zijn er schattingen dat ongeveer 180.000 mensen meer overleefd hebben, diagnose van kanker overleefd hebben, door investering in onderzoek. En als Stichting tegen Kanker zijn wij over die voorbije jaren, en nu zeker de laatste jaren, en vooral we willen dat naar de toekomst ook zijn, een belangrijke driver in het stimuleren van het onderzoek. Onderzoek, basisonderzoek, fundamenteel onderzoek, want dat is de basis en de garantie om alles beter te begrijpen en vooruitgang te maken. Maar ook stimuleren we het klinisch en translationeel onderzoek. En zoals u straks gaat horen in wat meer details, hebben we de voorbije jaren daar heel veel vooruitgang gemaakt. En zijn we fier met de Stichting tegen Kanker via heel veel projecten daarbij gedragen te hebben. En we hebben, als we eventjes oplijsten, sinds 1988 aan meer dan 1000 onderzoeksgroepen 236 miljoen grants toegekend voor onderzoek. België speelt Champions League. Ik heb het op andere events al gezegd, in basis van zowel fundamenteel als klinisch en translationeel onderzoek. En we willen daar een motor blijven. En we zijn de enige nationale organisatie in ons land die dat op deze schaal doet voor kankeronderzoek. En daarom zijn we blij dat we ook die 100 jaar kunnen eventjes belichten. We hadden vanavond ook een sessie gepland die ingeleid zou worden door de voormalige Europese president en Belgisch premier Herman Van Rompuy. We hopen dat op een later moment opnieuw te doen. U zal er zeker over horen.
in dat geheel. We zijn ook heel blij dat het geheel eigenlijk gepatroneerd wordt door zijn majesteit koningin Mathilde. Het Koninklijk Paleis en koningin Mathilde heeft daar de bescherming gegeven voor de verschillende activiteiten die we dit jaar doen, om eigenlijk de 100 jaar van de Stichting tegen Kanker in het licht te stellen. Ik werk in Leuven ook als klinicus en als onderzoeker en als je in de digestieve oncologie. En als je eventjes het voorbeeld bekijkt, de voorbije 20, 30 jaar of 30 jaar, als ik terug op mijn carrière kijk, dan zie je dat het onderzoek eigenlijk voor de patiënt belangrijk impact gehad heeft. Als je kijkt in een aantal digestieve tumoren, bijvoorbeeld de meest frequente colonkanker, zitten we vandaag op een overleving van 70%. 30 jaar geleden zaten we op een overleving tussen 55 en 60%. Dat is door verschillende aspecten, dat is door investeringen in onderzoek, dat is ook door een stukje betere preventie. En daar is de tweede missie van de Stichting tegen Kanker die naar voren komt. Dat is, wij hebben ook heel wat projecten, we ondersteunen ook onderzoeksprojecten sinds enkele jaren rond preventie. Dat we onderzoek en anderzijds de implementatie van preventie- en screeningsprogramma's ondersteunen. En daardoor kunnen we dadelijk een vertaling zien in overlevingscijfers. En dan kunnen we dadelijk de link en de brug maken naar de derde missie van Stichting tegen Kanker. Naast onderzoek en preventie is de derde missie patiëntgerichte projecten die velerlei kunnen zijn. Sociale projecten, we hebben daarvoor ook we doen oproepen voor sociale grants binnen Stichting tegen Kanker. En dat behelst eigenlijk het geheel van de verschillende projecten die we doen. En ik ben daarvoor ook heel blij, gans ons team binnen Stichting tegen Kanker, dat ze zich daar enorm voor inzetten. De heel vele vrijwilligers, zeker en vast de heel vele onderzoekers die op ons rekenen ook, want zij moeten grens kunnen of geld kunnen verwerven. Het wetenschappelijk onderzoek in België wordt ondersteund vanuit verschillende kanten, een stukje de universiteiten, men kan Europese projecten, de grens van de Stichting tegen Kanker, en dan spreek ik met mijn petje als onderzoeker, zijn heel belangrijk voor de verschillende onderzoekers aan de verschillende universiteiten in de verschillende labo's. We gaan dat natuurlijk verder zetten. Het is maar een begin, u zal het dadelijk horen. Stichting tegen Kanker heeft zeker bijgedragen tot een aantal vooruitgangen, maar we willen verder gaan. U gaat over het team Hoop horen. We zijn overtuigd dat als we het onderzoek verder kunnen structureren, verder kunnen ondersteunen, dat over een aantal jaren de overleving van patiënten verder gaat verbeteren. En dat is toch wel heel belangrijk. De patiënten verwachten dat ook. Als ik een donateur aan de Stichting tegen Kanker met iemand spreek als patiënt, dan vragen zij regelmatig feedback. En dat proberen we ook met ons team te doen, feedback geven. Eigenlijk het impact van het onderzoek, dat meten is niet altijd makkelijk, maar toch dat vertalen naar de patiënten, hoe dat we vooruitgang maken. En vooral ook hoe dat we nog verder vooruitgang willen maken in de toekomst. Ik zou het als inleiding daarbij willen laten en dadelijk aan de volgende sprekers eventjes ook de gelegenheid geven om enkele zaken meer in detail toe te lichten. Micro. Sophie, micro. Oui, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Eric Van Cutsem. On va passer la parole maintenant tout de suite à notre directrice médicale et porte-parole, le docteur Véronique Leray, qui viendra plus en détail sur l'ambition et sur la FINROB dont on a parlé ici. Véronique, c'est Bonjour. Alors, je vais quand même vous présenter quelques chiffres sur la situation en Belgique en ce qui concerne le cancer et la place de la Belgique par rapport à l'Europe. Alors, en 2022, nous avons la 6e place en nombre de nouveaux cancers diagnostiqués par an. Ce qui veut dire concrètement qu'en fait, on n'est pas un mauvais élève, mais on a une incidence de cancer assez élevée. On voit qu'on a environ 75 000 nouveaux cas de cancer par an.
ce qui est important. Alors, il y a une partie, évidemment, qui est liée au vieillissement. On a une population qui est en moyenne d'âge assez élevée. Mais par contre, il y a aussi toute une partie que nous maîtrisons, qui est ce que le Belge consomme au point de vue du tabac et de l'alcool. Il y a quand même 1 Belge sur 5 qui consomme du tabac. Et au niveau alcool, on se défend pas mal aussi. On sait que le tabac est responsable et lié à 20% des cancers, l'alcool à 8%. Alors, il y a la sédentarité ou le manque d'activité physique, et puis ce que j'appelle vulgairement la malbouffe. Tous ces éléments vont contribuer jusqu'à 40% des cancers. Donc, c'est quelque chose qu'on a en main. L'autre bonne nouvelle quand même, c'est qu'au niveau de la mortalité, nous sommes relativement un bon élève, nous sommes à la 21e place. Nous avons quand même 27 000 cas de décès liés au cancer, et par ce fait-là, le cancer est devenu la première cause de mortalité en Belgique, mais en Europe aussi, depuis 2-3 ans. On sait que pour tous les cancers confondus, la survie est 70%, ce qui veut dire concrètement que 7 personnes sur 10 vont continuer à vivre avec le diagnostic de cancer dans leur vie. Et 3 personnes sur 10, malheureusement, vont décéder. Ce qui nous donne, nous, à la Fondation contre le cancer, toutes les raisons de continuer la lutte contre le cancer. Alors, la prochaine dia. Voor de 100 jaar van Stichting Tegen Kanker hebben wij een ambitie geuit. Wij willen naar de toekomst kijken, zoals Erik van Cutsem daar straks vermeldde. En als we kijken naar de laatste 15 jaar, dus tussen 2004 en 2019, zien we een stijging van de relatieve overlevingskans op 5 jaar na diagnose van kanker met 5% stijgen. Dat is heel wat. Dat is al heel mooi. Maar wat wij willen, en we zetten ons allemaal erachter, is niet 5% naar de toekomst, maar naar de toekomst, naar de 15 komende jaren, dus naar 2040 toe, willen wij die verhoging met 10% zien. En dat gaat afhangen van een aantal factoren dat we dus niet in de handen hebben. We weten dat een aantal kankers die veel voorkomen, zoals borstkanker, een mooie overlevingskans hebben van meer dan 92%. Maar longkanker, pancreaskanker liggen aan de zwakkere kant. Dus dit allemaal gaat beïnvloed worden door het aantal kankers, door het type kanker. Maar wat wij willen weten binnen Stichting Tegen Kanker, is dat er 2 belangrijke factoren meespelen. Ten eerste een vroegtijdige diagnose, en dus ook degelijke goede diagnose testen, maar ook een snellere en betere therapie. En daar willen wij ons achter zetten, want we weten door ervaring dat dat zeer zeker berust op goede onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, zijn het fundamenteel of klinisch. Dus onze ambitie tegen 2040 is de overlevingskans na kanker met 10% te doen stijgen. En voor ons 100 jaar hebben wij ook iets symbolisch gedaan. Wij hebben Team Hope. Donc, pour les 100 ans de la Fondation contre le cancer, nous avons créé le Team Hope. Le Team Hope est un rassemblement symbolique de toutes les personnes qui, jour et nuit, parfois visiblement, mais parfois très discrètement, font l'effort et continuent à s'investir dans la lutte contre le cancer. Donc, tous les professionnels de la santé en oncologie. Et je pense très spécifiquement à tous nos chercheurs, à tous nos médecins, quelle que soit leur discipline entourant le cancer, et tous les professionnels de santé dans tous les hôpitaux de la Belgique que vous voyez ici représentés avec un H sur la carte. C'est donc une équipe nationale et toute une série d'ambassadeurs, dont vous allez entendre une personne aujourd'hui. Tous ces ambassadeurs vont être mis en avant pendant toute l'année 2024 pour représenter cet espoir. Ces personnes représentent parfaitement les 3 missions de la Fondation que le professeur Erik van Cutsem a nommées, à savoir le soutien de la recherche, la prévention, tant au niveau de l'information que des projets de recherche, et en dernier lieu, en troisième lieu, mais pas le moins important, le soutien des patients et de leurs proches qui chaque année sont confrontés au cancer, et il y a plus de 200 familles qui y sont confrontées pendant toute l'année.
Ces personnes représentent donc les 3 missions et ce sont nos porteurs d'espoir, d'où le nom Team Hope. Dankjewel, Veronique. Een zeer mooie ambitie, die we ook mee gaan helpen realiseren door extra fondsen uit te trekken. En daarvoor heel graag het woord aan Els de Koster, Manager Department Grants bij Stichting Tegen Kanker. Goedemorgen iedereen. Zoals al verteld, om onze ambitie waar te maken, is een versnelling van het kankeronderzoek noodzakelijk. En hoe willen we dit als Stichting Tegen Kanker concreet doen? Voor eerst willen we dat tijdens ons feestjaar, ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan, doen door een budget van maar liefst 35 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de steun aan het wetenschappelijk kankeronderzoek in België onder de vorm van wetenschappelijke grants. Dit is externe projectfinanciering. Dit is 10 miljoen euro meer dan bij de vorige projectoproepen en ik ben dan ook heel fier om dit vandaag in naam van Stichting Tegen Kanker te kunnen aankondigen. En waarom een bedrag van 35 miljoen euro? Dat is niet willekeurig gekozen, maar dat refereert naar het feit dat we dit jaar 35 jaar het kankeronderzoek in België ondersteunen onder de vorm van wetenschappelijke grants. Welke types van onderzoek financieren we? Dat is reeds gezegd. Het fundamenteel onderzoek, translationeel en klinisch onderzoek. Maar wat houden die onderzoeken precies in? Het fundamenteel of basisonderzoek is gericht om mechanismen die leiden tot kanker te begrijpen, te ontrafelen. Dit onderzoek ligt aan de basis voor de ontwikkeling van nieuwe diagnosemiddelen en behandelingen en zorgt voor de vooruitgang op lange termijn in de strijd tegen de ziekte. Het translationeel onderzoek is de schakel tussen het basisonderzoek en het klinisch onderzoek. Het doel ervan is het vinden van praktische toepassingen van de recentste ontwikkelingen in het basisonderzoek en dit is ook van kapitaal belang voor de vooruitgang. Het klinisch onderzoek heeft als doelstelling de beste strategie voor diagnose en behandeling te bepalen. Dit is een cruciale stap in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, want in dit stadium gebeurt de evaluatie op mensen, namelijk in klinische studies. Het verhogen van de overlevingskans en het verbeteren van de levenskwaliteit tijdens en na kanker is dus enkel mogelijk door de steun van zowel het basisonderzoek als het klinisch onderzoek. De selectie van de gefinancierde projecten gebeurt niet door mensen van Stichting Tegen Kanker zelf, maar door onafhankelijke wetenschappelijke raden, bestaande uit Belgische professoren met verschillende expertises op het vlak van kankeronderzoek, aangevuld door evaluaties door buitenlandse experts. En op deze manier hebben we sinds 1989 ongeveer voor een 243 miljoen euro aan een kleine 1000-tal projecten gefinancierd. Dit zijn indrukwekkende cijfers. Het wetenschappelijk onderzoek gesteund door Stichting Tegen Kanker, zoals reeds vermeld, heeft grote vooruitgang geboekt. Denken we maar aan immunotherapie, waarvan we het onderzoek al van in het prille begin ondersteunen. De resultaten zijn hoopgevend, maar deze therapie werkt niet bij alle kankertypes. Vele gebieden zijn in volle expansie, doelgerichte behandelingen, nieuwe radiotherapietechnieken en we evolueren steeds meer naar gepersonaliseerde behandelingen. Maar we zijn er nog niet en er is extra investering in het kankeronderzoek noodzakelijk. Met het extra budget in 2024 zullen we meer innovatieve projecten kunnen financieren die hopelijk baanbrekend onderzoek opleveren, wat leidt tot een nieuwe doorbraak en het verschil maakt in de strijd tegen kanker. Deze extra impuls vormt een eerste stap naar grotere investeringen in de komende jaren door Stichting Tegen Kanker in de steun van het kankeronderzoek. Dit is alleen en kan alleen maar gerealiseerd worden door de onvoorwaardelijke steun van onze donateurs, partners en vrijwilligers. Zonder hen kunnen we hoop niet omzetten in overwinning. Merci beaucoup, Els, pour cette présentation. Alors, pour info, j'avais fait une traduction, donc vous trouverez dans le chat ici la traduction en français de ce que Els a expliqué par rapport au projet que nous finançons et la manière dont sont attribués ces financements. Donc, vous aurez toutes les explications en français dans ce document. Alors, maintenant, je souhaite la bienvenue au professeur Damia Laoui.
Vous êtes membre de la Team Hope, Damia, et vous apportez évidemment beaucoup d'espoir grâce à vos recherches. Vous êtes titulaire d'un doctorat de bio-ingénieur obtenu à la VUB, où vous travaillez en tant que bio-ingénieur. Vous faites également partie de l'Institut flamand de biotechnologie. Vos recherches portent sur un vaccin contre le cancer, mais soyons clairs, bien sûr, il ne s'agit pas d'un vaccin qui permettrait de ne jamais avoir un cancer, mais bien un moyen de réduire les risques de rechute et de métastase. Et la Fondation contre le cancer, évidemment, très fière de soutenir vos recherches. Voilà. Alors, on va faire un petit question-réponse avec vous et je vous pose comme première question, donc précisément, quels sont les besoins chez les jeunes chercheurs en Belgique? Bonjour à tous. Alors, je pense que les besoins qu'on a en tant que jeunes chercheurs, donc quand je regarde moi-même ou les jeunes chercheurs qui m'entourent, c'est déjà de savoir que quand on fait de la recherche, c'est vraiment par passion. Donc, on est passionné par ce qu'on fait. Et un des besoins qu'on a, c'est d'avoir une certaine liberté. Donc, on veut vraiment pouvoir choisir sur quoi on travaille, pouvoir être créatif. Et ce qui est bien avec la Fondation contre le cancer, c'est que les appels sont souvent très libres. Donc, on peut choisir sur quoi on va travailler. Forcément, il y a une commission qui va évaluer les projets, mais on peut vraiment être créatif et c'est une fondation très bottom-up. Donc, les chercheurs viennent avec leurs propres idées. Il n'y a rien, il n'y a pas de stratégie, pas de politique derrière. Un autre besoin très important pour les chercheurs, c'est une certaine sécurité, surtout pour des jeunes. On sait qu'un doctorat, c'est 4 à 5 ans. Après ça, on fait un post-doctorat. Et souvent, c'est des contrats très courts, alors que la Fondation aussi permet d'avoir des bourses de 4 ans jusqu'à 40 ans, ce qui permet aussi à des jeunes chercheurs comme moi de pouvoir former son équipe, trouver sa propre lignée de recherche et se stabiliser en tant que chercheur et devenir assez compétitif pour pouvoir après devenir un professeur. Dank u wel, professor Laoui. Ook aan de Nederlandse kant, u bent vooral bekend als jonge onderzoekster en u wordt geassocieerd met het kankervaccin in de pers. En laat ons wel wezen, het is geen vaccin om kanker te voorkomen, maar een vaccin dat erop gericht is om herval en metastases te vermijden. U heeft net uitgelegd wat de noden zijn van jonge onderzoekster, maar waar bent u nu als jonge onderzoekster mee bezig? Ja, dus wij doen zowel fundamenteel als translationeel onderzoek. Dus we proberen echt te focussen op het immuunsysteem, dus het afweersysteem. En we proberen te begrijpen hoe dat de immuuncellen interageren met de kankercellen of met de andere immuuncellen onderling. Dus wij proberen hoop te brengen bij de patiënten door eigenlijk ervoor te zorgen dat we een middel kunnen vinden tegen kankerherval of tegen uitzaaiingen. Want we weten dat eigenlijk de meeste van de patiënten overlijden aan uitzaaiing of herval. En dus hoe dat wij te werk gaan, dus wij hebben eigenlijk ontdekt dat in tumoren een bepaald celtype, de zogenaamde dendritiscel, aanwezig is. En wij gebruiken die cel als een soort lichaams-eigen therapie, dus een soort kankervaccin, om ervoor te zorgen dat patiënten niet hervallen. Dus bijvoorbeeld, stel dat een patiënt een tumor zou hebben, ik zeg zomaar iets, een longtumor, dan wordt die tumor chirurgisch verwijderd. Wij halen daar de goede immuuncellen uit, die zogenaamde dendritiscellen. We spuiten die dan terug in bij dezelfde patiënt, om er dan voor te zorgen dat die dendritiscellen de uitzaaiingen die een arts nog niet zou hebben ontdekt, zou kunnen detecteren en ook dat de patiënt niet gaat hervallen. En voor de duidelijkheid, dit werkt nu bij muismodellen, maar we zijn nog niet in een klinisch stadium. Ja. Question suivante. La Fondation contre le cancer alloue 10 millions d'euros supplémentaires cette année pour soutenir la recherche à l'occasion de l'anniversaire des 100 ans. Comment est-ce que des fonds supplémentaires peuvent-ils accélérer la recherche? Oui, déjà, je tiens à remercier tous ceux et celles qui rendent cela possible. C'est une très bonne nouvelle pour nous en tant que chercheurs. Mais on a vu comment ça se passe avec le Covid, par exemple. Dès qu'il y a beaucoup plus de fonds, ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de chercheurs qui se posent des questions sur la maladie et d'avoir beaucoup plus d'équipes qui travaillent ensemble. Et donc, il n'y a pas que plus de recherche fondamentale, mais aussi de l'argent qui va pouvoir servir à faire en sorte que cette recherche fondamentale va vers les essais cliniques, vers les patients. Donc oui, je pense que s'il y a plus de fonds,
ça va faire en sorte qu'il y a plus d'équipes qui vont pouvoir travailler sur leurs idées. Donc, il y aura plus de découvertes et plus de thérapies. Ce qui est aussi important pour nous, c'est que quand il y a plus de fonds, ça nous permet aussi d'investir dans des nouvelles technologies qui sont souvent très coûteuses, mais qui permettent de vraiment avoir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de données sur les patients et donc aussi de créer des thérapies beaucoup plus personnalisées pour faire en sorte qu'on puisse faire des thérapies qui sont vraiment axées, enfin, qui vont traiter chaque patient individuellement. Et plus de fonds, ça permet aussi de faire plus facilement des collaborations. On l'a entendu là tout à l'heure, la Fondation, c'est une organisation nationale. Moi, je travaille pour la VUB, qui en fait partie de la Flandre. Mais donc, ça me permet aussi plus facilement d'aller travailler avec quelqu'un qui est à l'UCL ou à Liège et qui est beaucoup plus complémentaire à ma recherche que quelqu'un qui serait, par exemple, en Flandre. Et s'il y a plus de fonds, c'est aussi beaucoup plus facile, enfin, ça facilite en fait ces collaborations entre universités et hôpitaux. Et donc, ça nous permettra d'avancer plus vite en espérant d'atteindre ces 10% pour 2034. Onze ambitie, professor Laoui, is die versnelling van de overlevingskans na 5 jaar. Dus in plaats van 5% in 2040 naar 10%. U heeft net uitgelegd hoe de extra fondsen daarbij kunnen helpen. En wat is er nog nodig? U mag ook een stuk herhalen van wat u net heeft gezegd, want u heeft het er in het Frans ook over gehad. Maar wat is er voor onderzoekers nodig om die versnelling eigenlijk te kunnen gaan bewerkstelligen? Ja, dus zoals ik het daarnet zei, eigenlijk de grote noodzaak is vooral geld. Hè. Het is altijd een beetje lastig om het zo te zeggen, maar het is eigenlijk zo. Er is meer geld nodig om onderzoek te doen. Onderzoek is duur. Maar meer geld gaat ervoor zorgen dat we kunnen investeren in nieuwe technologieën. In de nieuwste technologie, dat we ook in België echt als top de toppers blijven. En dat zal ook de collaboraties tussen de verschillende groepen vergemakkelijken. En niet enkel tussen onderzoekers onderling, maar ook tussen onderzoekers en de mensen die in de kliniek staan, de zorgverleners, de artsen. Want dat is ook heel belangrijk. Wij kunnen therapieën ontwikkelen in ons labo, maar we hebben ook de mensen in de kliniek nodig om ervoor te zorgen dat die therapieën gemakkelijker bij de patiënt geraken. En het is ook van belang om te weten dat zij gaan opvolgen wat de efficiëntie is van de therapie, maar ook wat de noden zijn van de patiënt. En echt begrijpen van waar zijn er problemen, wat zijn de neveneffecten, zodat we niet enkel de patiënten kunnen genezen, maar ook de levenskwaliteit van de patiënt zo hoog mogelijk kunnen houden. En dus ik denk dat we in de toekomst gaan naar veel meer gepersonaliseerde therapieën, waarschijnlijk ook een combinatietherapie op maat van de patiënt. En hiervoor is er natuurlijk veel geld nodig. Dank u wel. De noden zijn duidelijk gesteld en ook heel belangrijk. En we zijn heel blij natuurlijk als Stichting Tegen Kanker dat we de démarche hebben genomen om de fondsen te gaan verhogen tijdens deze 100 jaar. Dus dank u om dat toch eventjes toe te lichten dat we goed bezig zijn daarmee. Voilà. Oui, merci beaucoup, Damien. Donc, je passe à présent la parole à notre coprésident Pierre Couly pour une conclusion avant la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, bonjour. Alors, vous l'avez compris, la Fondation contre le cancer est un peu unique dans le paysage belge, ce qu'a bien compris Sa Majesté la Reine. Unique par son âge et donc la pérennité de son action. Unique par son caractère national, pour nous une nécessité évidente, et unique par son activité associée 3 types d'actions contre le cancer. La recherche, fascinante et imprévisible, la base des progrès. La prévention, une autre évidence car les facteurs de risque sont connus, mais difficiles à combattre. Nous finançons ici aussi des recherches pour comprendre les réticences et comment les briser. Enfin, des aides directes aux patients d'aujourd'hui. Le cancer est complexe, polymorphe, difficile à vaincre. Il engendre des peurs, des humiliations, même physiques, des cicatrices dans tous les sens du terme. Il déstabilise le patient et ses proches.
il faut de l'aide médicale, mais aussi humaine. Et nous prenons beaucoup d'initiatives en ce sens. Donc, la Team Hope que nous mettrons en valeur pendant cette année d'anniversaire consiste non seulement en des gens qui sont dans les hôpitaux ou les laboratoires, mais aussi qui sont proches des patients, malades ou guéris, et c'est absolument essentiel. L'objectif d'accélérer les progrès scientifiques et médicaux pour avoir d'ici 2040 10% en plus de patients survivant au moins 5 ans à un cancer n'est pas une annonce sans lendemain, comme on en entend trop souvent. Nous voyons dans nos laboratoires et au lit du malade que les recherches s'accélèrent depuis 10-15 ans. L'arrivée des thérapies dites ciblées, puis de l'immunothérapie, ont eu chez certains patients des effets parfois inespérés, qui ont un peu changé notre vision de la maladie, laquelle paraît aujourd'hui curable pour certains patients. C'est véritablement une transformation d'espoir en victoire. Et nous savons, nous le voyons, que ce n'est que le début. Par ailleurs, l'informatique, qui avec ses capacités inouïes de traiter des quantités gigantesques de données, est en train de tout modifier, nous donne de nouveaux outils pour mieux diagnostiquer, mieux prévoir une réponse à un traitement, mieux traiter et mieux chercher de nouveaux traitements. Ces derniers, ça a été dit, seront de plus en plus différents pour chacun, car adaptés à leur cancer. Donc, 10% de survivants en plus en 2040, c'est possible. Mais uniquement si nous y mettons les moyens financiers et humains. Et si nous y travaillons tous ensemble avec énergie, originalité et rigueur. En cette journée mondiale contre le cancer, la Fondation contre le cancer Stichting tegen Kanker s'engage à y apporter une contribution majeure. Merci beaucoup pour votre attention. Bedankt, Pierre. U heeft het persbericht in de chat, u heeft het ook in uw mailbox gekregen. Maar eerst en vooral zou ik willen vragen, zijn er vragen? Pardon. Avez-vous des questions suite à ces présentations? Oui. Joanne Montet, je vois, lève la main. Donc, Joanne. Bonjour, j'ai 2 questions en fait. Je vais vous les mettre en vrac. D'une part, ce serait une réaction de la Fondation par rapport au rapport du KCE sur les performances de la santé en Belgique, où ils ont regardé un certain nombre d'indicateurs, donc 142 au total, et globalement, en fait, on voit qu'on a des soins de qualité, mais que la prévention est nettement insuffisante, et notamment en termes de dépistage du cancer, avec un sous-dépistage essentiellement aussi sur le cancer du sein et le cancer colorectal, et des grosses différences entre les régions, puisque le système n'est pas le même. Et donc, j'aimerais entendre peut-être Véronique ou la personne de votre équipe qui vous paraît la plus adéquate en réaction à cela. Est-ce qu'il faudrait changer quelque chose? Est-ce qu'il faudrait des convocations au dépistage qui soient avec rendez-vous, par exemple comme le système flamand? Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, je pense que le KCE et vous-même, vous mettez le doigt sur ce qui blesse le plus aussi, puisqu'on sait que la prévention peut vraiment contribuer à un diagnostic précoce et un traitement mis en route rapidement. La prévention et des grosses différences régionales, effectivement. Il y a une différence de méthodologie et il y a une différence culturelle, à savoir méthodologie, comme vous l'avez mentionné, effectivement, il y a un accès plus facile au dépistage par la façon de procéder en Flandre par rapport à la Wallonie, mais c'est en discussion. Donc, il y a un dialogue qui est ouvert entre les 3 régions de façon mensuelle. Donc, j'ai l'espoir, ça ne va pas avancer vite, mais j'ai l'espoir que ça avance. Il y a l'investissement, on parlait d'investissement avec le professeur Pierre Couly, l'investissement dans la prévention, je pense qu'en Belgique, on est à 1,6
1,9 au niveau européen, on est à 2,6. Idéalement, il faudrait 9% du budget de la santé investi en prévention. On n'y est pas du tout, mais on n'y est pas en Belgique, on n'y est pas en Europe. Et alors, la troisième chose, mais qui n'est peut-être pas repris par le KCE, pardon. Oui, le KCE n'a peut-être pas mentionné, c'est qu'en fait, en dehors des 3 dépistages systématiques en Flandre, 2 en... Pardon. Pardon. À ton micro, Véro. Ton micro est fermé. Excusez-moi, il a envie de parler, mon chat. Le dépistage du cancer du col de l'utérus n'est pas systématique en Wallonie, ça doit changer. Et donc, la Fondation contre le cancer a ce rôle-là d'alerter, d'informer, de dire « dépistez-vous », ce qu'on fait de façon intense et sur tous les mois de ces dépistages. Mais alors, il y a aussi une extension possible et urgente, à notre avis, de la Fondation, c'est d'étendre à d'autres cancers. Le cancer de la prostate, dont la façon de diagnostiquer et de dépister a un peu changé, et un autre algorithme qui est urgent de mettre en place. Il y a le cancer du poumon chez les fumeurs, les ex-fumeurs, qui serait bien d'identifier. Et le cancer de la peau, parce qu'on voit que les cancers de la peau, non-mélanome et mélanome, augmentent chaque année de 5 à 10% en fonction du type de cancer. Donc ça nous cause quand même beaucoup de soucis. Et je pense que là, il y a énormément à faire. Et avec tout ça, j'ai oublié de vous mettre ma deuxième question, juste dans la foulée. C'est une info qui est un peu sous embargo demain matin, puisque l'OMS a donné ses chiffres et ses données par rapport au cancer, donc les données 2022 et les projections surtout 2050. Donc, j'insiste que cette info, c'est pour demain, 0 heure. Mais bon, bref, une augmentation de 77% en fait des cancers dans le monde, passant de 20 millions en 2022 à 35 millions en 2050. Et donc, dans cette course contre la montre entre augmenter le taux de survie et en même temps ce chiffre faramineux, voilà, comment est-ce que vous voyez les choses, quoi, qui va l'emporter? Je vais répondre pour la première partie, puis je laisserai peut-être la parole à Pierre Coulier, à Eric Wagutsem s'ils ont envie de rajouter quelque chose. Cette explosion des cancers, c'est la première cause de mortalité. On a une population vieillissante en Europe. Dans le monde entier, effectivement, il y a des taux tout à fait différents. Donc, je n'ai pas encore vu les chiffres belges, mais je pense que ce serait intéressant. Mais quand on sait que la prévention peut éviter jusqu'à 40% des cancers, c'est bien la raison pour laquelle il faut absolument investir dans la prévention. Messieurs? Ja, het is zeker zo, hè, dus, dat we een belangrijke stijging verwachten. En daar zijn 2 grote factoren die we daar kunnen in uitleggen. Dat is enerzijds de bevolking die ouder wordt, zowel in ons land, maar vooral ook in een aantal andere landen. Afrika, Azië, de bevolking wordt ouder. Dus kanker is en blijft, hoewel dat er veel kankers bij jonge mensen zijn ook, maar is en blijft een ziekte die nog meer frequent is bij oudere mensen. Dus de leeftijdspyramide, dat kunnen we niet veranderen. We gaan een stijging en vandaar dat we daar zeker strategieën moeten hebben, ofwel om de kankers te voorkomen. 30-40% van alle kankers zijn te voorkomen, theoretisch, door rookstop als stichting tegen kanker zetten we daar enorm op in. Dus dat is 1 factor. Er zijn andere milieufactoren ook die een belangrijke rol spelen. Dus leeftijd is zeker een verklaring. 2, omgeving en milieufactoren zijn een andere verklaring. En dat is zoals Veronique gezegd heeft. Daarom investeren we ook in onderzoek, in preventie. Cruciaal. Maar dat is zeker een groot probleem. Dat is épidémiologie. Peut-être un mot à propos de la prévention. Le dépistage en Belgique, pas absolument extraordinaire. Alors, notre complexité institutionnelle est en partie derrière ça, mais je voudrais dire que pour moi, le fait qu'au nord et au sud, on n'envisage pas le dépistage de ceci ou cela de la même façon, soit encore parce que je verrais ça comme une expérience. Je suis un homme de laboratoire, donc faire des expériences, je fais ça toute ma vie. Donc faisons une expérience. Au nord, on fait ceci, au sud, on fait cela. Ok, ça peut être culturel ou tout ce qu'on veut, mais au bout de X années, faisons un bilan, voyons ce qui a le mieux fonctionné et appliquons ce qui a le mieux fonctionné à tout le pays de grâce. Donc,
faisons des choses différentes, d'accord, mais alors profitons-en pour choisir ce qui fonctionne le mieux. Et ça, peut-être, on n'y est pas encore, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est possible, ça me paraît possible. En daar kunnen we, om toe te voegen, kunnen we als Stichting tegen Kanker ook een rol in spelen. Ik heb het screeningsproject voor darmkanker in Vlaanderen opgezet. We hadden toen discussies Noord-Zuid. Ik denk dat we daar veel meer moeten van elkaar leren. Enerzijds, daar kan Stichting tegen Kanker een belangrijke rol in spelen. Maar ook op uw tweede vraag van de stijging van de incidentie. En dat is nog een extra motivatie, extra stimulus voor Stichting tegen Kanker en voor veel organisaties om te investeren in onderzoek. En we kunnen die toename in incidentie alleen omdraaien en de prognose van de patiënten te verbeteren door innovatief, creatief onderzoek te ondersteunen. En dat is toch nog altijd onze belangrijkste missie. Dankjewel, Erik. Il y avait une question de Anne Sandron, mais je vois que... Non, Dan is er nog een vraag van Wim de Mateneer. Ja, hallo, goedemorgen allemaal. Ik vroeg mij af, in die 100 jaar kunnen jullie zeggen welke therapie of welke doorbraak heeft gezorgd voor de grootste toename in overlevingskansen? Het is niet één therapie, hè. Er zijn verschillende. En de vooruitgang in kanker, als je kijkt, als je een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld dat ik al eventjes aangehaald heb in mijn domein van darmkanker, waar toch een belangrijke vooruitgang is, het is niet één factor. Het is een opstapeling van verschillende factoren die daar een rol gespeeld hebben. En als je toch één punt wil horen, gaat dat verschillend van kanker tot kanker zijn. En voor bepaalde kankers, teelbalkanker, is het de klassieke chemotherapie, is en blijft, geneest zeer veel patiënten. Het geval dat gisteren in de pers geweest is van Julien Watrin. Teelbalkanker, de meeste mensen genezen met chemotherapie. Voor huidkanker gaat dat de immuuntherapie zijn. Voor bepaalde andere kankers gaat dat doelgerichte therapieën zijn die inwerken op een bepaald eiwit. Dus het is niet of, het is en, afhankelijk van de kanker. Als we kijken, en daar kunnen we toch fier op zijn, in België is er heel veel basisonderzoek gebeurd, ook over immuuntherapie. En ja, op dit ogenblik, immuuntherapie zit in een stroomversnelling, ook voor de patiënten. België, en daar kun je een rode draad trekken, België heeft altijd, sorry dat ik het woord weer gebruik, Champions League gespeeld op het basisonderzoek van immuuntherapie. En veel van die projecten zijn ondersteund jaren geleden, visionair door de Stichting tegen Kanker. Op dat ogenblik toen een aantal mensen daar niet in geloofden. En vandaag wordt dat vertaald in het klinisch onderzoek. Damia heeft daar ook een aantal aspecten over verteld. Maar in het klinisch onderzoek, waar dat Stichting tegen Kanker ook een belangrijke rol in speelt. Dus als je vandaag op uw vraag antwoordt, gaat iedereen natuurlijk zeggen, ja, immuuntherapie heeft de grootste impact. En vandaag is dat zeker hot, is dat, ik ga niet zeggen een hype, maar is dat zeker hot, maar het is eigenlijk de verschillende therapieën die daar een rol in gespeeld hebben. Oké, dankjewel. En misschien nog een tweede vraagje voor mevrouw Lawi. Ik had gezien dat we op VRT Nieuws op onze website 4 jaar geleden al een artikel hadden met u, waarin u zegt, ons vaccin is getest op muizen en we wachten nu om het te kunnen testen op mensen. In die 4 jaar, is dat echt door een gebrek dan enkel aan geld waarom het zo lang duurt? Of is dat normaal? Ja, er zijn eigenlijk 2 factoren. Eén factor heeft te maken met mijn naïviteit. Dus ik ben een labo-onderzoekster en ik wist eigenlijk niet wat het er allemaal bij kwam zien van wanneer je ontdekking maakt in een labo en hoe je het dan in een kliniek moet brengen. Dus alle quality controles, alles wat je nodig hebt om een ethisch dossier voor te bereiden, is iets dat ik als basisonderzoekster en fundamenteel onderzoekster niet echt van wist. Ik dacht van, we hebben niet iets dat werkt, we gaan dat morgen bij de patiënt testen, maar dus zo gaat dat niet. En ja, de tweede reden is echt wel het tekort aan geld. Een klinische studie oprichten waar dat de industrie geen interesse in heeft, is zeer moeilijk om dat geld bij elkaar te vinden. Want we spreken over een aantal miljoenen.
En ja, dat hebben we voorlopig nog niet. Dus ofwel moet je dan met kleinere studies starten, waar dat bijvoorbeeld stichting ook een rol kan spelen, maar voor grotere studies heb je echt veel geld nodig en vaak speelt de industrie daar een rol. En in onze therapie is de industrie niet geïnteresseerd, omdat het echt een persoonlijke therapie is, waar dat ze niet iets kunnen in hun bedrijf aanmaken en verkopen. En ook omdat het iets is tegen herval, dus het resultaat zal ook pas, indien het zou werken, heel later doorkomen. Dus de winst gaat ook pas laat er zijn voor de industrie. Maar dus het is het feit dat het naar een kliniek brengen van iets moeilijk is. En ook geld blijft een groot probleem. Oké, dankjewel. Vous aurez encore des questions? Si possible, juste en français par rapport à Madame Laoui, j'aimerais juste que vous m'expliquiez un peu le principe même de ce vaccin thérapeutique, comment il active, chez les souris en tout cas, l'immunité pour éviter la récidive en termes de métastases. Oui, donc vraiment pour être très clair, ça fonctionne en ce moment sur des souris et que sur des souris pour l'instant. Donc alors, comment ça fonctionne? Donc on sait que dans les tumeurs, il y a toute une partie de la tumeur qui est composée de cellules immunitaires. Et une de ces cellules s'appelle les cellules dendritiques. Ce sont en fait les cellules qui font reconnaître tout ce qui ne devrait pas être là, donc elles vont pouvoir reconnaître les cellules tumorales. Et alors, on a remarqué qu'il y a plusieurs types de ces cellules dendritiques et certains types de cellules dendritiques vont en fait pouvoir très bien activer les soldats, donc les cellules T, les lymphocytes T. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a une tumeur, on sait isoler les bonnes cellules dendritiques et on les réinjecte dans la même souris une fois qu'on a enlevé la tumeur. Donc, elle est plus suppressée, disons, par la tumeur. Et en fait, ces cellules dendritiques, elles peuvent se balader dans le corps et aller dans tous les endroits et activer les cellules, les lymphocytes T, et aussi créer une mémoire. Et donc, en fait, si on réinjecte la souris avec le même cancer, il y aura déjà une mémoire contre ce cancer. Si on n'enlève pas tout à fait la tumeur et qu'on laisse une partie de la tumeur, elles vont aussi pouvoir se débarrasser des cellules qui restent. Et on a aussi des modèles de métastases où en fait on va voir que les métastases dans certains organes vont disparaître. Donc l'idée, c'est oui, si on a un patient qui a une tumeur dans le sein, par exemple, on pourrait, après une chirurgie de la tumeur, isoler les cellules dendritiques de ce patient qui ont donc reconnu, qui portent les antigènes de cette tumeur, pour les réinjecter dans le même patient pour que cette patiente ou ce patient ne va pas développer des métastases ou ne va pas faire une rechute dans, je ne sais pas, 5 à 10 ans. Ok, et donc pour l'essai clinique chez l'humain, alors 4 ans, c'est ça, j'ai entendu mon confrère. Donc en fait, il y a 4 ans, j'avais dit, on a quelque chose qui fonctionne dans le labo, d'ici 2-3 ans, on va tester ça sur des patients. Et donc là, en fait, on est encore en train de préparer notre essai clinique et on essaie de trouver les fonds qu'on n'a pas encore récoltés. D'où l'appel à la Fondation. Voilà, qui nous soutiennent déjà. Merci. Je pense que le grand public ne se rend pas compte des coûts énormes qui doivent être engagés pour amener quelque chose du laboratoire. Et donc souvent, comme le dit Damien, c'est des résultats obtenus chez la souris, qui est un modèle proche valable, jusqu'à des essais cliniques. Donc les coûts sont... il faut multiplier les coûts par 10 ou 100, c'est-à-dire que si la Fondation, pour être très concret, donne par exemple, je ne connais pas exactement ton financement, Damien, mais mettons 500 000 € pendant 4 ans, donc ça veut dire entre 100 et 150 000 € par an pour soutenir ce travail. Bon, il en faut probablement 2 ou 3 millions par an pour arriver à monter un essai clinique. Et puis, ce n'est que le tout début de l'essai, avec très peu de patients, simplement pour voir que ça n'est pas toxique ou dangereux. Et puis après, Eric Van Cutsem connaît ça beaucoup mieux que moi, des essais sur un plus grand nombre, avec des malades qui sont traités, d'autres qui ne le sont pas, pour vraiment avoir une preuve d'efficacité. Et on arrive à des coûts qui, au final,
s'approche de centaines de millions d'euros. Donc il faut véritablement une industrie pharmaceutique et pas une petite derrière. Et voilà, donc l'interfaçage entre les recherches en laboratoire, en milieu académique, très performante en Belgique, et le fait que cette recherche académique est dans les universités et que du point de vue médical, c'est souvent associé à un hôpital, il y a là des proximités et des synergies plus faciles qu'en France, par exemple, pour ne donner qu'un exemple. Donc on est plutôt assez bon dans tout ça. Mais amener ça à être un nouveau médicament ou être testé pour être éventuellement un nouveau médicament, c'est un tout autre métier et c'est très, très compliqué, très coûteux et donc très lent. C'est très paradoxal parce que les besoins sont immenses. Madame Bontel, vous les avez rappelés tout à l'heure, mais ça reste très, très lent. Merci Pierre. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser ici? Zijn er nog vragen? Non? On va peut-être alors mettre un terme à cette séance. Vous pouvez toujours évidemment revenir vers nous par téléphone ou par mail si vous avez encore des questions à poser. On va faire en sorte de mettre le lien de l'enregistrement à votre disposition également si vous souhaitez revoir la conférence de presse. Et merci à chacun d'entre vous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne Dank aan journée. alle sprekers. Dank u wel. Merci. Bonne journée. Merci.